Salut gang! Cette semaine, je reçois mon ami humoriste Colin Boudria. C'est un humoriste que j'admire et que je trouve vraiment drôle. D'ailleurs, je fais un spectacle avec lui le 25 janvier, samedi, au Simple Math, qu'ils appellent ça le Ninsaki Simple Math. Bref, l'ancien petit medley qui a changé de nom. Les billets sont 15$. Vous pouvez acheter les billets dans la description YouTube ou ailleurs sur ma page Facebook. J'aime beaucoup Colin. Ce que j'aime de Colin, c'est qu'il y a une formation en psychologie. Alors, l'humoriste qui passe le plus de temps avec moi à l'extérieur du travail, c'est un gars qui a travaillé en santé mentale. Je sais pas qu'est-ce que ça dit sur moi, mais c'est un fait indéniable. Un autre truc que j'aime de Colin, c'est qu'on est allé à la même école secondaire, mais on n'a jamais traîné ensemble. On savait même pas qu'on est à la même école secondaire ensemble. Et ça m'amuse beaucoup. Mon secondaire, je jouais au football américain. J'ai joué en secondaire 3. Je dis jouer au football américain, c'est faux. J'étais dans l'équipe, j'ai jamais joué. Et ce qui était fascinant avec le football américain à Mont-Saint-Louis, c'est que je voulais vraiment rentrer dans l'équipe. Ça faisait 3 ans que je voulais. Parce que moi, le football américain, c'est extrêmement important pour moi. J'écoutais le football de la NFL à tous les dimanches. J'avais des billets des Alouettes. J'allais là à chaque été. Je tripais. C'était mon identité, le football. Et là, en secondaire 3, je pouvais enfin jouer. Alors, je suis rentré au camp d'entraînement. Je suis rentré aux pratiques et j'ai réalisé que les plus vieux voulaient tout le temps nous mettre des choses dans le cul. C'est ça qui arrivait. Ils nous faisaient ce qu'ils appelaient des initiations. Mais c'était juste « Salut, on est plus vieux, puis on vous met des choses dans le cul. » C'était vraiment triste. Imagine, tu as un rêve, OK? Tu tripes sur quelque chose. Toute ta vie, t'attends ça. T'espères, enfin, quand tu vas l'obtenir, tu vas être heureux. Et là, il y a des gens plus vieux qui te mettent des choses dans le cul. C'est ça qui m'est arrivé. Ironiquement, il m'est arrivé la même chose quand j'ai commencé à faire de l'humour. Éric Salvaille et Gilbert Rozon voulaient vraiment me mettre des choses dans le cul. Alors, c'est un pattern dans ma vie. Dès que j'ai un rêve, des hommes plus vieux veulent me mettre des choses dans le cul. Alors, j'espère que vous avez beaucoup aimé mon invité, Colin. J'espère que vous avez autant aimé Colin que Gilbert Rozon et Éric Salvaille aimaient agresser sexuellement les artistes. Bon podcast! Oh ouais! Yeah, Colin, allô? Oui, je suis très heureux que tu sois ici. Je suis très content d'être là. Truc drôle, on est allé à la même école secondaire puis on s'est jamais croisés. Je sais. Mais je comprends pas, en fait, parce qu'on a été là en même temps. Moi, j'étais 2 ans plus vieux que toi. T'es 2 ans plus vieux que moi à l'école? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais il me semble que j'étais en 3 quand t'es rentré en 1. Okay, mais toi, t'es pas resté longtemps, genre. C'est ça, mais c'est ça qu'on avait établi, ouais, c'est ça. T'as été renvoyé avant qu'on puisse... Oui, j'ai été renvoyé de cette institution qui est le Mont-Saint-Louis pour manque de notes. J'avais des manque de notes. J'avais juste aucune note. J'avais pas des bonnes notes et je préférais crier après mes profs que les écouter. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Hein. Non, les choses n'ont pas. Thomas préférait crier. On est trop jeunes les deux parce qu'il y a un prof qui s'est suicidé dans la palestre dans cette école. Ouais. Ta soeur était là, non? Ma soeur était là. Ta soeur était là pendant que le prof... Mais c'était vraiment hard, je m'en rappelle que c'était super, puis je pense que c'était un sujet vraiment délicat pour toute cette cohorte, parce que je pense que c'était un prof qui était super aimé de ses étudiants. Mais ça, c'était au moins 1 an avant que moi je rentre. OK, fait que c'était encore dans l'air. Oui, puis moi j'en avais entendu parler parce que j'avais vu ma soeur réagir à ça. Puis je pense qu'elle avait appris, toutes les élèves de cette cohorte-là l'avaient appris genre pendant les fêtes, parce que c'était genre les vacances des fêtes ou pendant l'été. Puis il s'était fait appeler à la maison. Elle n'était pas à l'école quand elle l'a su. Ils l'ont su à la maison. C'était vraiment une grosse histoire. Là. Mais si j'ai bien compris, il y a une ou un prof hyper aimé qui s'est pendu à l'école, d'une espèce de... un endroit où tout le monde avait accès. Mais c'était pas pendant. Mais c'était pas. Les vacances. J'ai vraiment pas de détails, mais c'était ça, c'était pendant les vacances. C'était pas une affaire de. Il s'est fait trouver par des étudiants. C'était vraiment pas. Ça serait fucking horrible. Mais non, comme dans Monsieur Lazare. Oui, ça serait comme dans Monsieur Lazare. Mais non, c'est ça, c'était pendant les vacances. Fait que c'est ça. Il y aurait probablement que c'est du personnel qui cleanait qui l'ont trouvé ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose, mais ouais. Moi, je suis allé à l'école avec une fille qui s'appelle Fred Rouleau. Elle s'appelle toujours Fred Rouleau. Qui était au Mont-Saint-Louis aussi ou plus tard? Okay. C'était son année. Oh. Ouais. Ben, c'était peut-être une amie de ma soeur, en fait. Il y a des bonnes chances. Puis elle s'en rappelle. Oui, elle se rappelle. Elle se rappelle parce que ton professeur s'est suicidé dans la palestre.
fou. Tout le monde devait juste parler de ça en rentrant. Parce qu'en plus, c'est pas du monde super mature. T'es genre en secondaire 4. Fait que c'est sûr que tout le monde parlait de ça en revenant. Il se passe rien dans ta vie. Du moins, rien qui accote. Non, c'est clair. Suicidé. C'est l'événement de ton année. C'est l'événement de tout ton secondaire. Et t'as-tu aimé ça, le Mont-Saint-Louis? Quand même. J'ai pas vraiment de comparatif. Moi, c'était weird parce qu'au primaire, j'étais dans une école alternative. Puis je suis passé au privé au secondaire, fait que c'était un méchant gros clash. Parce que au primaire, je faisais mes horaires moi-même. Genre, on avait juste quelques... École alternative, tu vois pas c'est quoi? T'as genre quelques cours dans la semaine qui sont à des moments obligés. T'es travailleur autonome, sinon, tu choisis, cette période-là, je vais faire des mathématiques. Cette période-là, je vais faire... Puis la prof est disponible pour t'aider, mais il faut que tu avances dans tes affaires. Fait que c'est fait pour que les étudiants deviennent vraiment, vraiment autonomes, des trucs comme ça. Puis il y a des bons côtés, mais moi, je suis vraiment mauvais en français, puis je pense que ça adapte de ça. Mais, puis là, quand je suis allé au Mont-Saint-Louis, c'était quasiment plus la même game, là. C'était vraiment, vraiment structuré. Non, c'était pas les bons souliers, t'as une tenue. Mais je pense avoir fait les deux, ça donnait comme un bon juste milieu. Là. C'est vrai. C'est important dans le parcours scolaire d'avoir plein de trucs différents. Je pense que oui. Faire l'école privée. Si c'est possible, faire l'école... Ouais, c'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais mettons, on va faire une école très, très, très à droite, une école un peu plus à gauche. Mettons, si tu fais un cégep, va au Vieux-Montréal, puis après au HSC. Dude, c'est capable. moi, j'ai fait... mon parcours, c'était école alternative, école privée, puis cégep du Vieux. Fait que c'était exactement ces zigzags-là. Ouais, cégep du Vieux, il se passait pas grand-chose. Curieusement, t'as parlé d'un gars qui fume beaucoup de weed. Est-ce que tu fais du weed ou... J'ai jamais aimé le weed. La drogue que j'aime le moins... De loin, c'est le weed. Ça me fait vraiment pas du tout. Tu sais, j'ai essayé plein de fois parce que j'étais avec des amis qui en fumaient, puis j'essayais, puis blablabla, mais j'ai jamais aimé ça. Pas une fois, puis je feel weird dans mon corps, j'arrête pas de prendre mon pouls, puis vraiment, ça marche pas. Puis d'autres drogues qui marchent très bien, étrangement, mais le weed, ça me fait pas de pantoute. Qu'est-ce que tu préfères, mettons, les champignons magiques? J'adore les champignons. T'adores J'adore les champignons. OK. C'est quand la première fois que t'as fait des champignons magiques? Probablement au secondaire. Probablement pendant que j'étais au Mont-Saint-Louis, pas au Mont-Saint-Louis, mais genre secondaire 4 ou 5. Là. On était une couple d'amis qui on aimait beaucoup les champignons. Fin secondaire. Tu faisais ça où? On faisait ça à différents endroits, mais notamment dans le garage chez mes parents, parce qu'on avait... Moi, je jouais du drum, fait que j'étais dans des bands, puis mes parents avaient rénové le garage qui était pour faire comme une espèce de salle de pratique insonorisée, qui était à l'extérieur de la maison. C'était super le fun, mais ça finissait que souvent on l'utilisait pour boire des quilles de karting suprême à 10%, puis faire des champignons. Fait que ça servait plus à ça qu'à la musique, je te dis. Moi, je pensais que tu allais me dire, on allait au Mont-Royal. Non, on n'était pas tant en nature. C'est nice. Faire des champignons en nature, c'est la meilleure chose du monde, parce que tu connectes en tabarnak avec la nature. Plus que dans un garage. Plus que dans un garage à Huntsic, définitivement. Ah, tu viens d'Huntsic? Ouais. Je viens de Bordeaux-Cartierville, fait un peu à l'ouest d'Huntsic, mais ouais, c'était mon coin. Pas toi, tu faisais plein de déménagements, plein de voyagements pour aller au Mont-Saint-Louis. Moi, je suis né dans Rosemont-Petite-Patrie et je prenais la 45 Papineau pour me rendre. Puis nous, quand on prenait des champignons magiques, on allait au Mont-Royal. On montait le Mont-Royal et c'était très long. C'est clair. Juste faire un projet à plus que 2 personnes sur le moche, c'est toujours quelque chose parce que ça prend toujours 20 minutes à préparer tout le monde, s'entendre, où c'est qu'on s'en va. Ouais. Un régal à chaque fois. Il y a toujours quelqu'un qui dit mais pourquoi on fait quelque chose? Mais c'est ça. Mais c'est souvent ça. On planifie quelque chose pendant 45 minutes, puis on finit par rester à la même place. On fait Chris, on est bien ici. Pourquoi on a jasé de ce plan-là pendant vraiment longtemps? Moi, le meilleur trip que j'ai fait de moche, j'ai fait du moche et de l'ecstasy en même temps. C'est un beau mélange. Ah ouais? J'aurais pas tant cru, mais OK. Parce que tu as les sensations. Ouais. Et tu observes. Mais dans le fond, t'as pas des hallucinations, mais les objets sont différents. Ouais. Tu vois plus ouais, les couleurs te pètent d'en face. Exactement. Puis, la lumière est vraiment forte. C'est le fun de fixer des objets. Quand tu fixes, tu vois chaque détail. C'est vraiment agréable. Puis t'arrivais-tu à garder le contrôle? Parce que moi, c'est un peu bizarre de dire ça sur une drogue, mais moi, ce que j'aime vraiment des champignons, c'est que je perds jamais complètement le contrôle. Genre, si je suis un peu trop high, je suis vraiment capable de me grounder un bout de temps. Je peux parler à des adultes, genre quand je suis au secondaire, puis il faut. Tu peux parler à des adultes, puis après ça, tu peux recommencer à triper. Genre, je suis jamais, genre, complètement pété que je... Ouais. C'est ce que j'aimais. Ça, c'est ce que toi, tu t'aimais perdre le contrôle. Oh, ouais, moi, pas tout à fait, c'est ça. Être loin. J'aimais ça qu'ils disaient « Oh non, mes parents arrivent, cachez Thomas. » Faut pas que Thomas faut que Thomas rentre chez eux. Va-t'en, man. Il peut pas jaser. Non. Je me rappelle, j'ai déjà fait aussi des champignons magiques. La pire affaire que tu peux faire, c'est prendre des champignons magiques quand t'es tout seul à en prendre. Ça, c'est une terrible idée. Moi, j'ai déjà fait des petites doses, genre des 0.2.
OK. Parce que quand t'achètes des champignons, il y a tout le temps des résidus dans le fond des sacs, des petites poudres. Puis à un moment donné, on avait acheté des gélules, puis on pesait 0.2, puis on mettait la petite poudre C'est scientifique. Ouais, dans des petites capsules. Fait que ça, tu peux prendre ça dans la journée, puis c'est vraiment nice parce que t'as un peu la tête légère. C'est vraiment chill, mais t'es pas high. Mais j'ai jamais fait des grosses quantités quand j'étais tout seul. Ouais. Mais ça aide un peu. C'est juste super agréable. Vraiment, vraiment smooth. Tu t'en rends pas trop compte. Mais toi, t'as fait genre beaucoup quand t'étais tout seul. Puis ça... Ben, j'étais pas seul, là. Mais j'étais dans un party. Ah, puis t'étais le seul sur le moche, oui. Ouais, c'était une très mauvaise idée. Tout le monde était ivre, puis moi, j'avais peur. Et je suis retourné chez nous écouter Natural Born Killer. Beaucoup de mauvaises idées dans la même soirée. J'ai eu vraiment peur. J'ai regardé ça, puis j'ai fait l'humanité est très, très, très violente. Pourquoi les gens se font si mal? Et je suis allé coucher. Beaucoup de mauvaises idées. Non, moi, j'ai jamais fait du moche tout seul dans une soirée. Ça a déjà arrivé, par exemple, que je sois sur le moche avec plein d'autres mondes puis que j'étais convaincu d'être le seul pas gelé. Ça m'arrive souvent. Quand je suis vraiment, vraiment pété avec d'autres mondes, je suis convaincu que je suis le seul qui est pas gelé puis ça revient tout le temps à chaque fois. Là. Je m'obstine avec eux. Non, ça n'a pas embarqué, mais en tout cas, tout le temps. Ce qui est le move de gelé ultime. Ouais, c'est clairement. Après le cégep du Vieux, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un paquet d'affaires par rapport. Après Cégep du Vieux, j'ai fait un ASC en sonorisation et enregistrement à Drummondville parce que je voulais faire de la réalisation d'albums. Si je faisais de la musique au secondaire, j'ai jamais été particulièrement bon, puis j'ai jamais eu une vraie formation en musique, genre, mais j'aurais voulu. Le plan à la base, c'est ça, faire de la réalisation d'albums. Ça a pris le champ vite. Après ça, j'ai travaillé comme tech de son, comme pour monter des scènes, des trucs comme ça pendant une couple d'années. Mais ouais, c'est ça. Ça me tentait. Puis après ça, je suis allé à l'université en psycho qui avait pas rapport. Fait que beaucoup de parcours. Comment tu t'es retrouvé en psycho? J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille à l'université. Puis je me suis forcé à trouver un programme qui m'intéressait. Mais c'était pas comme un gros choix super éclairé. C'est comme arriver de faut que je le fasse, faut que je fasse quelque chose, fait que je vais aller en psycho. OK. T'es dans quelle institution? Université de Montréal. Wow! Université de Montréal. J'ai fait mon bac puis une maîtrise. Là, je suis resté beaucoup trop longtemps en psycho. Une maîtrise? Ouais, j'ai fait une maîtrise en psycho. Wow! Mais je savais que j'aimais pas vraiment ça puis je voulais pas faire ça, mais j'avais pas de plan clair, fait que je continue. Je me laissais flotter pendant toute ma vie, avant de faire le NH, là, je me laissais flotter, j'avais pas des décisions super claires de c'est ça que je veux faire dans ma vie. T'sais. Est-ce que tu as travaillé en psycho ou t'étais l'éternel universitaire? J'ai été intervenant en santé mentale dans un centre de crise pendant une couple d'années, pendant ma maîtrise, puis à temps plein après, pendant 2 ans, je pense. Wow! J'ai fait ça, mais c'était pas essentiel d'avoir étudié en psycho. Fallait que t'aies étudié en quelque chose connexe. Il y avait du monde en sexo, il y avait du monde en travail social. Mais, fait que oui, ça, c'était un peu en lien avec mes études, mais pas directement non plus. OK, c'est comment ce métier-là qui, à mes oreilles, a l'air assez intense? C'est pas du 9 à 5 normal. Non, pas du tout. C'est pas du 9 à 5 normal. Ça peut être vraiment intense pour du monde parce que c'est très prenant puis tu ramènes du travail à la maison. Mais moi, j'étais vraiment bon pour comme faire la coupure puis quand je partais du travail, j'y pensais. Dans une certaine mesure, j'y pensais pas trop. C'était quand même faisable. Mais ouais, c'est un centre de crise. Le but des centres de crise, c'est qu'il y ait moins de gens aux urgences psychiatriques. Fait que c'est du monde qui sont assez bien pour pas être à l'hôpital, mais pas assez bien pour être chez eux. Genre, règle générale. Fait que c'est une grosse maison, il y avait 8 lits puis on hébergeait des gens pour genre une période de maximum 2 semaines. OK, c'est quoi les troubles qu'il y avait souvent? Plein de choses. Grosse majorité avait des problèmes de dépression, des idées suicidaires. Wow. Mais il y avait des trucs de plus psychose aussi ou des choses comme ça. Mais c'était pas du monde hyper instable parce que s'ils se déstabilisaient quand ils étaient au centre, on les envoyait à l'hôpital. T'sais. On n'était pas la ressource pour gérer ça non plus. Mais ouais, des fois c'était hardcore. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. J'ai lâché ça parce que je voulais commencer à faire de l'humour puis je suis allé à l'ENH, mais j'aimais bien ça comme travail. J'aurais pu faire ça, j'aurais probablement pas pu faire ça toute ma vie, mais j'aurais pu faire ça genre un 10 ans de plus, quelque chose. Mais ça ressemble ton quotidien ressemblait à quoi? Moi, j'étais en général dans la... En fait, il y a deux... Dans l'équipe où j'étais, il y avait 2 postes. Soit tu étais au téléphone puis tu répondais à des gens, soit des gens du milieu de la santé qui voulaient nous référer quelqu'un, soit des gens qui nous appelaient directement pour dire hey, ça va pas bien, je peux-tu me faire évaluer, je peux-tu avoir un suivi avec vous, ou des gens avec qui on avait travaillé dans le passé qui nous rappelaient parce que ça allait pas bien. Ça, c'est une affaire. Ou sinon, tu es sur le plancher puis tu t'occupes des gens qui sont dans la maison. Ça, j'aimais plus ça parce que tu as un contact direct avec la personne. Tu fais des touch base avec eux à plusieurs fois par jour, on s'assoit avec eux dans la mesure du possible, là, quand on était capable. On s'assoit avec eux, on va comment ça va, comment tes affaires avancent. Parce que souvent ils sont là puis ils ont des plans aussi. Il faut qu'ils aillent mieux, mais des fois, ils n'ont pas de job, il faut qu'ils se trouvent une job aussi. Il y a des trucs concrets à faire puis on fait comme un suivi avec eux. C'était très nice.
OK, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient pas être là? Parce que moi, tout ce que je connais de la psychologie, c'est dans le cinéma. Et le gros cliché du cinéma, c'est je suis dans un hôpital psychiatrique et je ne veux pas. C'est vraiment dur de travailler avec du monde qui veulent pas être là. En général, non. Pas tant que ça. Il y a du monde qui c'était comme par la bande. En général, c'est du monde qui voulait être là parce qu'il avait besoin d'aide puis qui était super reconnaissant d'être là. Ça, c'est super nice. Mais moi, avant ça, j'avais travaillé dans des maisons de transition. Fait que ça, c'est des gens qui sortaient de prison. J'en ai une près de chez moi. Eux, ils veulent crissement pas être là. Ça, c'était vraiment pas la même dynamique. Eux sont bizarres. Ben ouais. Parce qu'ils ont commis des crimes puis ils vont pas bien. Puis ils sont frustrés. Puis veux pas, t'es là pour les superviser. Fait que t'as pas une relation... Et le système est contre eux. Parce qu'ils sont en prison, le système est contre eux. Ils sentent que le système est contre eux, puis ils sentent vraiment que tu fais partie du système, puis ils ont pas tort. Fait que t'as jamais une relation d'égal où tu peux aider avec eux. C'est ça que je sentais, mais ouais. Mais au centre de crise, c'était vraiment pas la même chose. En général, c'est du monde qui veut être là. Des fois, il y avait des espèces de tweaks, genre, ils ont le choix, soit t'es obligé de rester à l'hôpital, soit tu vas au centre de crise. Fait que des fois, c'est un choix qui est pas si libre que ça. Mais en général, ils veulent être là, puis en général, ce côté-là se passait bien. Puis j'imagine que c'est moins anxiogène parce que c'est petit. Ce qui doit être vraiment difficile de l'hôpital, c'est que c'est immense. Oui, c'est sûr. Puis t'as pas plein de bruit, il y a beaucoup de... Nous, il y a du staff, mais c'est ça. C'est pas du tout comme l'hôpital, puis le staff a le temps de prendre du temps avec toi, contrairement à l'hôpital, malheureusement. Puis c'est ça. Et aussi, j'imagine, si on oublie la maladie mentale... Tu sais, des fous, ça existe. Là. À l'hôpital, il y a des gens qui ont des sérieux puis il y a des gens qui sont complètement désorganisés, puis que si tu mets... puis ça peut désorganiser d'autres personnes aussi. C'est sûr que c'est pas le meilleur environnement, mais des fois, c'est la seule option. Mm-hmm. Mais les centres de crise, c'est génial. Puis en plus, les centres de crise, c'est fou parce que, tu sais, nous, c'était une maison dans NDG vraiment grosse, avec quand même beaucoup de staff. Là. On était comme 25 ou 35, pas tous présents en même temps. Mais même quand tu calcules ça, ça coûte quand même bien moins cher que garder quelqu'un à l'hôpital. C'est super cher. D'un point de vue social, ça vaut vraiment la peine d'avoir des centres de crise. C'est super cher à garder quelqu'un à l'hôpital. Comment ça? Je sais pas c'est quoi exactement, mais payer tout le staff, le fait de les nourrir, mais nous aussi on les nourrissait étrangement, mais je sais pas, mais c'est vraiment plus cher garder quelqu'un à l'hôpital qu'avoir des espèces de ressources communautaires on the side qui s'en chargent à la place. Wow! J'ai fait ça une couple d'années. Puis après ça... Comment tu as eu l'appel de faire l'école de l'humour? Moi, j'avais... il y a un truc que j'ai oublié. J'ai fait un certificat en scénarisation aussi pendant que je faisais mon bac en psycho. C'est qui ton prof? C'est pas la prof légendaire? Il y a une prof que moi j'adorais, mais qui était super polarisante, que la moitié du monde là, était vraiment dans ta face. Là. Mm-hmm. Je me rappelle pas de son nom, mais oui, je pense qu'on parle la même. Je m'en souviens plus, malheureusement. Elle était vraiment cool. Moi, je l'aimais beaucoup. Elle criait après devant tout le monde, ton scénario, il marche pas. Ouais, c'est ça. Elle était classique prof d'art que tu verrais dans un film là, vraiment dur, mais que certaines personnes l'aiment. Elle, je l'aimais bien. Elle ressemblait un peu dans Whiplash, le personnage de J.K. Simmons sans les claques. Genre il y avait pas de violence physique, il y avait beaucoup moins de drame, mais sinon t'as un peu la même vibe. Quand t'avais une mauvaise idée, t'as dérangé. Ouais, mais moi c'est ça. Moi je trouve qu'elle le faisait bien, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Mm-hmm. Je pense vraiment que t'as un type de façon de dealer avec les étudiants mais moi ça me drivait quand même bien. Genre. Je voulais... Ma réaction à ça, si elle aimait pas quelque chose, c'est que tu veux l'impressionner, fait que tu travailles plus fort. Pour moi, ça marchait super fort. Fait que ça, j'ai fait ça, puis après ça, j'ai écrit des web-séries ou des courts-métrages, puis c'était tout le temps humoristique. Moi, c'est tout le temps l'humour qui m'intéressait, mais j'avais jamais pensé faire du stand-up pantoute. C'était pas du tout quelque chose qui était dans mon radar pantoute. Puis à un moment donné, j'ai fait un cours du soir à l'ENH en présentation de numéro, puis j'ai vraiment trippé, fait que je me suis essayé pour les auditions, puis ça a marché. Mais c'était pas un plan. Tu sais, des fois, t'entends du monde parler que non, je voulais faire ça à 13 ans, toute ma vie, j'ai planifié pour ça. Moi, c'est vraiment arrivé comme ça. Mais au début, tu voulais faire du drum, et tu t'es ramassé dans une maison de transition. Ouais. Puis je me suis ramassé dans une maison de transition à écrire des courts-métrages humoristiques. Puis après ça, à faire du stand-up. Fait que je savais vraiment pas ce que je voulais faire jusqu'à quand même tard dans ma vie. Là. Cool. Tu avais environ quel âge quand tu avais de l'école? J'avais 28 quand je suis rentré à l'école. Je suis rentré vraiment tard pour la plupart des gens. Pour toi, parce que l'école de l'humour, c'est beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu grand-chose. On avait une quand même belle cohorte. Tout le monde était chill. Fait que ça m'a pas trop dérangé, mais j'avais pas la même vie que plein de mes collègues de classe. Ça, c'est sûr. Mais c'était pas gossant, genre. Okay. Puis même par rapport au côté de tout le monde parle en classe, tout le monde niaise... moi aussi, je participais. Tu sais, j'étais pas comme le gars super studieux que ça le fait chier quand les autres craquent des blagues en arrière. J'étais pas comme Catherine Levac. Catherine, c'était un grand problème. C'était le maître parle.
Ça fit vraiment avec ce que je connais de sa personnalité, j'ai l'impression. Le maître parle, je vois aucune idée pourquoi vous déconnez. C'est très sérieux. On est là pour apprendre, gang. J'ai changé de province pour être ici. Je sais pas pourquoi. Fait que, mais je sais, ouais. Mais, puis en même temps, tu sais, j'étais plus vieux, mais j'avais quand même une réalité pas si différente que eux. Tu sais, c'est pas comme Léa qui était de l'année d'après moi, qu'elle, tu sais, elle avait 3 enfants. Elle devait sentir qu'il y avait un gros clash. Mais tu sais, moi, j'avais 28, mais j'avais encore une vie d'adolescent. Tu sais, j'étais en appart, j'avais rien d'autre à faire que l'école. Tu sais, en tout cas, j'avais une vie similaire à ceux qui avaient 19 puis qui rentraient. Tu sais. Yeah. J'avais juste 10 ans de retard. Et est-ce que tu te souviens de ton numéro pour rentrer à l'école? Ouais. C'était quoi? C'est toujours minable. C'est toujours... Il y a un gag que je faisais encore dans... Un gag de ce numéro-là que je faisais encore dans le show que je faisais au Mobilo puis à ZooFest cet été. Yes. Mais tout le reste, je l'ai droppé. C'était quand même dark. Au début, ce que je fais encore des trucs un peu dark, mais au début, c'était vraiment pire. C'était quand même... Je me rappelle pas de tout, mais c'était beaucoup de trucs dark. Puis il y avait une anecdote de... par rapport à un chat que ma blonde avait gardé qui était vraiment, vraiment en chaleur, puis que c'est vraiment intolérable d'une chatte en chaleur qui est pas... Je pense qu'elle était pas opérée, puis elle avait lu sur Internet qu'un moyen qu'elle arrête de crier tout le temps, c'était de la satisfaire avec un Q-tip, genre. Fait qu'il y avait une anecdote de ça dans mon 5 minutes. Fait que je devais parler de ça 2 minutes, une couple de jokes de suicide, puis... fait que c'était vraiment... Je suis quand même surpris, mais il avait vraiment aimé ça, il m'avait pris vite, mais je suis surpris avec du recul d'avoir été accepté avec ça. Ouais. Mais je crois que ce qu'ils regardent à l'école de l'humour, c'est est-ce que tu as un petit talent? Un potentiel, ouais, c'est ça, c'est un potentiel de... Je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. Il check, il va-tu pouvoir dealer bien avec une cohorte? Ouais, puis est-ce qu'il va être désagréable et toujours vouloir se... Ce que je comprends, en même temps, ça doit être triste pour du monde qui ont plein de potentiel, mais qui ont juste un problème avec l'entre-genre. En même temps, c'est vrai parce que ça va être ta réalité dans le milieu aussi. Après, si t'es super bon, une personne veut travailler avec toi, c'est pas si bien non plus, mais tu sais. Mais aujourd'hui, tu peux juste pas faire l'école puis fonctionner. Oui, de plus en plus, là, ouais. Fait que tu as une formation en santé mentale. Est-ce que des fois, tu regardes nos collègues et tu te dis, oh mon Dieu, ils ont des problèmes mentaux puis tu peux pas intervenir? Ouais, mais moi aussi, en plus. Moi, j'ai l'impression d'être relativement stable à la base dans ma personnalité, là. Mm-hmm. Mais je pense que depuis que je fais de l'humour, je suis beaucoup plus fragile. Merci de dire ça. Je pense que pour vrai, je pense qu'il y a 2 affaires. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes à la base puis qui ont besoin de... Juste le fait d'avoir besoin de plein de reconnaissance de plein d'étrangers, c'est vraiment, vraiment weird. Fait qu'il y a du monde que l'humour, ça les attire, mais je pense que tu peux avoir du monde stable, que le fait de faire de l'humour, c'est un horaire puis une façon de vivre avec des up and down tellement bizarres que ça peut pas... Ça te rend un peu bipolaire parce que tu vis avec des highs et des lows tout le temps. Oui. Puis ça te rend super insécure, super anxieux, c'est ça. Moi, j'avais jamais fait d'anxiété. J'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un d'anxieux avant de faire de l'humour. C'est vraiment arrivé tard dans ma vie. Puis je sais 100% que c'est à cause de mon... C'est fou parce que c'est bizarre parce qu'il y a plein d'affaires en ce moment qui me rendent malheureux. Puis je sais exactement que c'est à cause de mon travail, mais je peux juste pas... Qu'est-ce qui te rend malheureux dans le travail? Ben, je sais que je suis super anxieux. Je sais que je suis jamais satisfait de rien. Je suis jamais capable de décrocher. Je suis tout le temps en train de penser à ça. Puis ça me rend malheureux, mais c'est aussi dur à vivre, j'ai l'impression, pour mon entourage parce que je suis jamais 100% disponible pour personne. Genre. Je suis tout le temps un peu dans mes affaires. Tu sais, autant que je te disais que quand j'étais en centre de crise, j'arrivais à dépluguer quand j'allais à la maison. Là, je déplugue jamais, puis je suis souvent dans mes affaires. Puis si quelque chose me stresse, je suis pas vivable, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais je vois pas qu'est-ce que je peux changer dans ma vie parce que c'est mon travail qui me fait ça. T'sais. Je pense qu'en vieillissant, je vais apprendre à mieux dealer puis que ça m'affecte moins. Mais c'est ça. C'est un gros gamble. C'est un gros gamble de faire l'humour. Ben moi, ce que j'observe, c'est ma blonde est agente et productrice. Et des fois, je parle de mes problèmes par rapport à rire. Puis elle me dit, cette conversation-là, j'ai dit avec Michel Barré. C'est clair, c'est ça. Puis on pense qu'on est spéciaux, mais c'est la même affaire pour tout le monde. Puis des fois, ouais. Puis des fois, t'entends des gens qui, dans ta tête, sont super établis, leur carrière est faite, ils devraient pas avoir à se stresser, puis ils se stressent pour les mêmes affaires que toi. Moi, étrangement, ça m'a rassuré quand je voyais des gens que j'admirais, puis je me disais, OK, ils ont les mêmes bugs puis les mêmes frustrations que moi. Fait que finalement, dans le fond, je vais jamais être heureux. T'sais. Ils vont des champs, t'es encore anxieux. C'est fou, ça. Puis tu fais, ben, juste être, ils vont des champs, ça suffit, pas pour lui. Non. Ça explique pourquoi ils vont des champs, c'est que juste être, ça... Ouais, ben c'est ça. C'est beau d'une certaine façon parce que ça te force à te surpasser tout le temps. Mais en même temps, moi, je cours après quelque chose que je me dis, à un moment donné, je vais un peu pouvoir m'asseoir sur mes lauriers, je vais être satisfait de ce que j'ai fait. Ça arrive jamais. Je suis à la même place que toi. Moi, mon rêve, c'est être has-been. J'aimerais tellement... Être has-been puis être bien avec ça. Ah, oui. Être un has-been en paix. C'est tellement mieux être has-been qu'être up-and-comer.
Has-been, c'est extraordinaire. Fais tes affaires. Bah, dites dans mon dos que je suis surévalué, ça me dérange pas. La maison est payée, c'est pas grave. Ça me dérange. Tu penses-tu que tu serais satisfait ou probablement que sur le moment, tu serais juste super frustré de ah non, ce que j'ai fait, c'est derrière moi, faut que je refasse quelque chose. Moi, j'ai l'impression que je serais jamais satisfait. Moi, je suis très fort dans le déni. Je Ah peux ouais? me faire accroire bien des affaires. Je peux me faire accroire des choses heureuses, malheureuses. Ah. J'aime ça. Je veux pas être célèbre, je veux être un has-been. Ah oui. Le bout de la célébrité, je m'en fous. Là. Enlevez-la moi, je veux juste être un has-been. Non. Le bout de la célébrité, c'est génial. Moi, j'aimerais ça avoir une période de 6 mois, comme Rachid Badoura en 2007, là, où il était au top, il y avait ses la initiales. La plus courte période de célébrité. Oui, 6 mois où j'aurais mes initiales. Ouais, ici, sur tes boutons de manchette. je me chicane avec le monde, je crée après, puis ensuite, c'est pas ma faute, excusez-moi. J'espère vivre ça. J'espère tellement vivre Juste pour avoir une excuse d'être une merde, en fait, c'est ça ton point de. ça doit vraiment être cool. Être horrible. Ouais. Ça doit vraiment être. Dans tous les films de musiciens, il y a le 20 minutes où il est horrible. Ouais. C'est le meilleur bout du film. C'est le meilleur bout du film. Le meilleur bout des. C'est le meilleur bout pour les. C'est le meilleur bout à voir, mais je pense pas que c'est le meilleur bout pour les gens qui sont autour de lui quand ça se passe, et même pour lui à la limite, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours le bout où l'épouse t'as changé. Parce que, mais oui, il est toujours sur la coach. J'espère qu'il C'est sûr change. qu'il a changé. Ouais. Mais je pense pas qu'il feel bien. Si tu pètes vraiment toutes tes affaires puis tu garoches ta vaisselle sur les murs puis t'es crissement pas bien, veux pas, tu sais. T'es pas bien là-dedans. Je comprends. Oui, je comprends. À voir. À voir. Ouais, Bichesse. 6 mois. Si t'es capable de vivre 6 mois. Fais un très court mémoire pendant ton 6 mois de célébrité. Là. Après ça, tu sors un livre de 40 pages qui était ma période de célébrité, Thomas Levac. Je l'ai déjà dit, mais Puff Daddy, dans une entrevue, il parlait de son asshole period. C'est une période où il était extrêmement puissant. Puis son but, c'était... Il rentrait dans les clubs, il cœurait le monde. Il en parlait. Mais c'est clair que ça fait quelque chose. Surtout des gens qui deviennent vraiment big jeunes. Tu sais, moi, j'étais déjà un peu n'importe quoi à 22 ans. Si j'avais été célèbre, j'aurais vraiment été intolérable. Puis... Mais je pense qu'il était dans sa trentaine. Ah, ça se peut. Mais OK, mais moi, je pense à des gens... Je pense que c'est plus parce que le pouvoir, on oublie que Puff Daddy, le pouvoir qu'il avait, c'est immense. Il y avait une compagnie de vêtements, une compagnie de vodka. Il y avait un était gros pouvoir producteur. monétaire de businessman en plus. Ouais. Et il était... Je veux dire, Puis qu'est-ce qui l'a sorti de sa asshole period? Qu'est-ce qui te sort de ça? je pense qu'un moment donné, tu te le fais dire. Et il y a d'autres gens puissants qui te parlent. Je sais pas. Il faudrait que je parle à Puff Daddy. C'est ça. Les gens pas puissants vont pas pouvoir te le dire, tu vas pas les écouter. Faut qu'il y ait quelqu'un de plus puissant que toi qui dise hey, t'es une merde en ce moment. Peut-être que Jay-Z doit mettre sa place. Mais ce qui est génial. Moi, je pense qu'on a besoin des gens horribles. Puff Daddy a giflé Drake. Dernièrement, ça? Ouais, il y a quelques années. Parce que Drake a volé un de ses beats. Puff Daddy a envoyé un beat à Drake. Drake l'a aimé. Il a enregistré quoi dessus, puis il l'a lancé. Sans s'entendre à quoi que ce soit. Ouais, OK. Et là, dans un club, il a giflé Drake. Fait que peut-être que Puff Daddy va sortir Drake de sa asshole period. C'est la même affaire. Faut qu'il y ait quelqu'un de plus puissant que toi qui vienne te... Qui est pas plus puissant, mais ouais. J'y souhaite. Qui crée une gifle. Le hip-hop, c'est exceptionnel. Juste pour ça, là. Pour Juste pour les hommes anecdotes. qui giflent. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que Drake a juste accepté la gifle. C'est en public. Il a juste fait comme moi, je le méritais. Fair enough. Ou il s'est dit, moi, je reste un gars qui a joué dans une émission jeunesse canadienne, puis là, je fais du rap. Puff Daddy a peut-être tué des hommes. Ouais. Puis il vient de Harlem. Fait que s'il me gifle, je veux pas le chercher. On oublie que Puff Daddy a créé une fusillade parce que il y avait une chicane avec Jennifer Lopez. Il a failli faire la prison, Puff Daddy. Oh, ouais, attends, puis où il avait créé une fusillade? Dans un club, genre? Ouais, dans un club. Il était avec Jennifer Lopez, il y a eu de la chicane, puis il y a eu une fusillade. Puis quelqu'un est mort ou non? Non. C'est Snoop Dogg. C'est Snoop Dogg que sa sécurité a tué un homme. Ah ouais? Quand même. Parce que j'aime toutes les histoires fucked up ouais. Encore là, c'est ce qu'il dit, ce qui est arrivé. Peut-être que c'est juste inventé. Oui, ça se peut que ce soit romancé. Mais il n'y avait pas une affaire aussi de Jay-Z. Il y a un truc que j'ai entendu dernièrement qu'à un moment donné, Kanye West, quand il y a eu du beef avec Jay-Z, il a dit « Je sais que t'as déjà tué du monde, fait que viens pas après moi, s'il te plaît. » Que je sais pas si c'est juste pour le faire chier ou si c'est... Le truc qu'il faut dire de Kanye West, il prend énormément de drogue. Ben, il dit beaucoup n'importe quoi, Kanye West, clairement, mais ouais. Fait qu'il aussi... il semblerait, ce que j'ai lu cette semaine, c'est que son album Yeezus devait s'appeler Thank God for Drugs. Et ses amis ont fait peut-être pas, man. Ouais. Ça serait peut-être pas la chose la plus vendeur. Tu sais, ce que Kanye West dit, des fois, il faut remettre ça en question. Yeah. Et quand t'étais petit, qu'est-ce que t'aimais comme humour? Je checkais pas tant de stand-up. Moi, j'ai grandi avec les Simpsons. Là. Je pense vraiment que ça a forgé tout mon humour.
j'écoutais c'est fantastique. tout mon secondaire, je retournais chez nous puis j'écoutais les Simpsons à TQS. Et la version québécoise est exceptionnelle. Ouais, Je crois ouais. que ce qui a contribué au succès des Simpsons au Québec, c'est la version québécoise est tellement bien faite. Oui. Pour quelque chose qui a été doublé, c'est super bon. Je pense pas que c'est bon à cause de ça parce que ça aurait été pas aussi big aux États-Unis puis partout dans le monde si ça avait pas été bon à la base. Mais moi, ça fait pas que j'ai commencé à triper quand j'ai écouté en anglais. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'était doublé en France, fait que ça s'appliquait moins pour nous aussi. Il y a des... Ouais, c'est clair. raté. Ça, je suis d'accord. Pareil pour Family Guy. C'est vraiment raté. Là. Ouais, ça se peut. Je me rappelle pas tant de Family Guy en français, mais j'avoue qu'il y a des épisodes des Simpsons que quand je les vois en anglais, je suis déçu. Deux affaires. Les Simpsons puis Wayne's World, quand j'ai juste tellement vu en français doublé que quand je les vois en anglais, je trouve il Ou manque quelque Coming to chose. America. Coming to America. J'ai jamais vu en... C'est fou en français. Ouais. En français, C'est ça français fait- de France, ça, c'est pas français Oui, Québec. c'est ce qui est extraordinaire. Moi, j'avancerais même que Krusty, qui est fait par Marc Labrèche, est meilleur que le Krusty américain. Ça se peut. Je me rappelle même pas de la voix du crusty américain, mais oui, il y a Ça a vraiment pas quelque de chose. sens. Le Marc Labrèche, il est vraiment Ah, ça n'a pas de sens. Moi, mon épisode favori, c'est celui où il y a une école de clowns et Krusty, il gage... Quand Homer va à l'école de clown, là? Ouais. Je me rappelle. Et là, Krusty, on se rend compte qu'il est tout le temps avec la mafia puis qu'il... Et ma scène favorite, c'est qu'il gage contre les Harlem Globetrotters. Il crie, puis comment il joue, il regarde la game Puis avec la il perd. mafia. Ouais. Puis il perd dit, tout son comment ça, cash. utiliser une échelle? Puis tu fais, mais- Il a pas le droit. C'est très drôle. Je me rappelais pas de ça, mais ouais, c'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire comment il le fait. Ce que j'aime aussi de Marc Labrèche, c'est qu'il l'interprète comme c'est un vrai propre. Il joue pas. Oh non, il se donne en tabarnak. Oui, c'est vraiment un. Oh mon Dieu, le les vit. Harlem Globetrotters. Peu importe, ouais, c'est peut-être ça le plus gros talent de Marc Labrèche. Peu importe à quel point c'est une situation absurde, il la vit pour vrai. Au maximum. Au maximum. Il a déjà dit dans une entrevue avec Renaud Miroir que lui et Pierre Lebeau, ils se parlent souvent, puis ils font on devrait faire un vieux Molière, un vieux Racine, je crois, et le faire pour vrai, là. Sérieusement. Ça dure 3h30. Puis on le joue comme si c'était hyper dramatique. On le Pourquoi fait. ils font pas, ils là. ont juste pas le temps, mais ça marcherait. Ouais, ça Ouais. serait super intéressant. Puis on le fait plate, là. Bon, bref. Je trouve ça génial. Fait que les Simpsons, quoi d'autre? Les Simpsons pendant super longtemps. J'écoutais pas de stand-up jusqu'à juste avant que je commence à faire l'humour. Zéro! Ah, je Vraiment sais. pas. J'ai commencé à écouter du stand-up peut-être un an avant que je commence à faire l'humour. Fait que j'avais vraiment pas une grosse culture un gros background, tu sais. J'ai essayé de me rattraper après, écouter genre des vieilles affaires de Richard Pryor, mais que j'ai jamais réussi à connecter comme si je les avais écoutées quand j'étais jeune, tu sais. Comme si je les avais écoutés un peu plus à l'époque, ou tu sais. Fait que c'est ça. Moi, probablement qu'un des premiers humoristes stand-up que j'ai écouté, je pense, c'était Stanhope. Doug Stanhope, ouais. Fait que c'est quand même sur le tard, puis c'est pas genre un super gros, mais il fitait vraiment bien, puis il allait me chercher, puis il m'a montré que tu pouvais faire quelque chose d'autre avec l'humour que moi, je soupçonnais pas nécessairement à ce point-là, puis qui, moi, m'allumait vraiment, vraiment Toi, est-ce que à la base. est-ce que tu associais le stand-up à faut que je sois un beau garçon qui dit des choses un peu vides? Non, mais je pense que j'avais des préjugés. Ouais, un peu vite peut-être. J'avais des préjugés de stand-up de t'es là vraiment pour divertir, tu sais, n'importe quoi, blablabla. Puis je me rendais compte avec stand-up que tu peux, tu sais. Moi, je pense que j'aime vraiment ça être drôle, mais j'ai plus un besoin de comme forcer des gens que je connais pas à écouter mes opinions. Ouais, tu veux C'est ça communiquer? ouais, c'est ça. Tu veux communiquer des Fait que idées? puis c'est vraiment ça que je voyais. OK, c'est une super bonne façon de communiquer. Tu dors un peu la pilule pour forcer les gens à t'écouter, mais tu passes des opinions. Fait que c'est vraiment ça qui m'a allumé à la base. Puis là, depuis, je me suis comme élargi, puis j'aime bien plus d'affaires, mais à la base, c'était vraiment de l'humour de propos, genre, qui m'allumait. Même les Simpsons, il y a beaucoup, beaucoup de propos. Ça Ben reste ouais, une clairement. critique Super, de la société ouais. américaine. Là. Je pense que ça dépend un peu des épisodes, mais des fois vraiment, vraiment fort. Là. Ben, l'épisode les plus nono, ça reste. Regardons. Il y a toujours une blague. Les États-Unis, c'est un peu niaiseux. Ouais. Check qu'est-ce que Homer, qui est l'Américain moyen, va faire, puis ouais, c'est clair. Je trouve ça- moi aussi, quand j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi les gens tripaient sur le stand-up. Je trouve ça vraiment, vraiment. Ils disaient rien. Ça Mais m'a je pense, pris, ça mais je m'a pense que c'est pris- beaucoup un préjugé qu'on a quand on connaît pas tant que ça le stand-up. Tu sais, moi, il y a plein de monde que j'entends ce parler qui de nous- ce qui l'humour. nous puis- présente. Qui quoi? C'est ce qu'on nous présentait. puis- Aussi, mais si on se force pour chercher un petit peu, on peut aller trouver d'autres choses. Tu sais, moi, des fois, je vois des articles de chroniqueurs ou des trucs qui parlent de l'humour au Québec, puis ça paraît qu'ils creusent pas loin non plus. Ils essayent pas de voir qu'est-ce qu'il y a qui se fait non plus, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ça. L'affaire de « Ah, c'est vraiment vide », c'est un préjugé que t'as quand tu connais pas vraiment l'humour. Je comprends. Mais moi, je suis tombé en amour avec l'humour quand j'ai découvert François Morancy, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment comique. Puis deux, là où je me suis dit, le stand-up, ça peut être ça. C'est avec Chris Rock.
J'avais écouté Bowling for Columbine. Et dans Puis Bowling... il y avait les extraits, ouais. Ils sont vraiment têtes. Les extraits de... Ils devraient faire payer pour les balles. Ouais, 5 000 Ouais, ils devraient interdire les balles. Ouais, c'est ça. Pas chaque, les balle guns. chaque balle devrait coûter 5 000 $. Parce qu'à 5 000 $, Ouais, ça marchait vraiment bien, ça. Ouais, je me rappelle de cette bit-là. Que j'étais au secondaire quand j'avais entendu ça, ouais. Je m'en souviens, moi, que j'ai découvert le stand-up avec de LimeWire. Je downloadais des routines sur LimeWire. Fait que tu downloadais juste un bit de 10 minutes, genre? Ouais. Qui était en bootleg ou qui sortait d'un DVD? C'était l'audio. filmé. C'était l'audio. Ah ouais, ok. J'avais ok. l'audio. Mais qui sortait d'un CD que la personne avait diffusé ou Ouais. que quelqu'un dans un club avait Non, enregistré? je crois que c'est des gens qui, à l'époque, les humoristes lançaient des Ouais. albums. Fait que c'était des segments des albums. Fait Que t'écoutais en anglais, de j'écoutais trucs en d'américains. anglais. Ouais. Ouais, parce que j'avais un ami qui était américain. Fait que je comprenais bien l'anglais. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert Yvon Deschamps. Sur LimeWire, Ouais. par hasard. Pas par hasard, je downloadais Yvon Deschamps, Le Bonheur, Yvon Deschamps. T'avais pas des grands-parents qui avaient des vinyles d'Yvon Deschamps? Non. Ouais, ok. Non. Non. C'est vraiment... Moi, je suis d'avis que le piratage, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider la culture. Ouais, dans une certaine mesure, c'est clair. Ouais, Parce que c'est pas tout le monde qui a accès. Parce qu'il y a plein de choses il y a plein de choses auxquelles t'aurais pas été exposé pantoute si t'es avais pas piraté. Ouais, c'est clair. Je trouve ça plate que le cinéma québécois, ça peut pas se pirater. Je crois que à long terme, si tu peux pirater quelques films, tu vas en avoir d'autres. Ouais, ça va motiver d'autres gens à les faire. Ouais. C'est juste, faut que tu trouves un moyen. Parce que c'est vrai que ça doit être dur puis frustrant pour les artistes qui le font puis qui font pas d'argent, mais souvent, de Ils toute font de façon. l'argent. C'est subventionné, le cinéma. C'est vrai. Je connais peu de cinéastes qui font pas d'argent avec leurs films. C'est des beaux salaires. Ouais, puis de toute façon, c'est une affaire que souvent ils reprochent aux consommateurs de ouais, mais vous payez pas pour les films, mais sinon ils vont se faire exploiter par quelqu'un d'autre de toute façon. Ils vont se faire exploiter par un producteur ou quelqu'un, c'est ça. Ils vont pas, c'est jamais eux qui vont faire le. Ouais, on oublie qu'il y a le des gros enfants cash. pauvres qui ont pas. Et en plus, de plus en plus, je crois que ça va disparaître, le cinéma à la télévision. Il va de moins en moins l'avoir. Qu'ils passeront plus de films à la télé. Ouais, mais il va encore avoir plein de Mais moi, jamais. de cinéma produit pour des plateformes là. Genre des trucs de Netflix ou des Ce trucs que je de disais par streaming. là, c'est que. Mettons, on oublie qu'il y a des gens qui vont juste pas au cinéma. Ouais, qui Surtout checkent les films chez eux à TVA. Genre. Ouais, c'est ça c'est à ça Ouais. qu'ils ont accès. Si t'enlèves ça, il y a de moins en moins de gens, moins en moins de gens qui ont le câble. Fait que ça va mourir. Fait que je suis d'avis que le piratage, ça peut être à long terme, ça peut être bon. Ouais, mais moi j'ai l'impression, puis ça se peut que je me trompe, là j'ai vu en plus que depuis qu'il y a 12 000 plateformes, les gens ont recommencé à pirater un peu plus. Mais comme il y a 5 ans, quand tout le monde avait Netflix, je pense qu'il y avait bien moins de piratage parce que c'est tellement... C'est quand même... Ça reste relativement cher, mais c'est tellement plus simple que de faire chier à essayer de downloader un film si tu l'as. C'est juste que t'as une sélection limitée qui est sur Netflix, mais moi je pense que le piratage avait pris une grosse drop à cause des plateformes de streaming. Mais là, ça va revenir parce que tu peux pas avoir Disney+, puis 12 000 autres affaires en même temps, tu sais. Tout à fait. Mais, ouais. Mais c'est nul, Disney. T'aimes-tu les films de Disney? Certains, mais c'est vraiment Moi, dur c'est de savoir qu'est-ce qui est bon ma- pour vrai puis qu'est-ce qui est juste de la valeur de nostalgie de trucs que j'ai vus, là. Ma nouvelle identité, moi, c'est pas aimer Disney. Ah ouais? C'est là-dessus que je... Tu l'assumes Ouais. à 100%. Au lieu de lire des choses intéressantes puis de m'informer, Tu fais- je suis le gars Au qui lieu de aime pas m'intéresser Disney. à d'autres affaires que Disney, je fais juste haïr Disney à temps plein. C'est ma nouvelle passion. C'est ma nouvelle... C'est mon identité. Mais c'est nul, non, ce que Disney fait, non? Ouais, mais c'est quoi que t'as en tête spécifiquement, là? Moi, je pense que quand j'étais jeune, c'était quand même nice. Puis des affaires genre Le Roi Lion, c'est quand même bien fait puis bien ficelé. Puis tu te trouves pas pantoute. Oui, j'exagère. Mais Oui. j'avoue mais que ça fait j'avoue longtemps- que j'ai vraiment décroché les films de Disney depuis une couple d'années. Fait que ça se peut que ça soit devenu un peu n'importe quoi. Ça mais- fait longtemps que Disney n'a pas fait quelque chose de bien. Je Ouais. veux dire, Le Roi Lion, c'est quoi, 97? 96? Ça devait être dans les années... Ouais. Dans ces Un zones-là. moment, là. Ouais, ça fait un bout. Ça fait un moment. Ils ont refait, mais c'est la même patente, si je comprends bien, avec des nouvelles chansons puis Seth Rogen. Ouais. Puis je pense que de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu un flop, là. Ils ont fait 1 milliard. Ouais, mais OK. Ils ont fait un... C'était peut-être pas un flop... C'était pas un flop monétaire. Non, pas monétaire, mais ce que j'ai entendu, c'est que les gens étaient déçus parce qu'ils avaient enlevé tout ce qui était intéressant dans le dessin animé à la base. Genre. On va prendre quelque chose qui est un peu cartoonesque puis le fun, puis on va le rendre hyper réaliste. Je pense que ça perdait de quoi, mais en même temps, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que je l'ai pas vu. Ils ont fait 1 milliard. C'est ça Ouais, qui est... C'est tout ce qui est... Ouais. Fou, on va faire une œuvre, puis tu fais 1 milliard de dollars avec. Je me rappelle plus ce que j'avais vu, mais en 2019, Disney a fait... Parce que... Genre 68% du box-office. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. 68% de tous les profits de films, c'est fou parce que maintenant qu'ils ont le MCU puis tout, ça c'est vraiment... ouais.
C'est du monopole en tabarnak. Oui, je sais que, tu sais, aux États-Unis, c'est le libre marché power. Et c'est devenu un peu du... Eux, ce qui me fait rire des États-Unis, c'est qu'ils sont pour le libre marché, ils sont contre le communisme. Ça devient vraiment le... Disney, on dirait que ça devient l'espèce d'outil de divertissement. C'est sûr que c'est... Comme si c'était l'outil de propagande. Voilà. C'est juste qu'il appartient pas au gouvernement. Voilà. C'est juste qu'il appartient pas au gouvernement puis il appartient pas au peuple. Mais oui, c'est quand même une grosse affaire qui contrôle tout. Il y avait un écrivain qui disait, si on nationalisait Star Wars, on pourrait régler plein de problèmes. C'est sûr Il y a que oui. tellement d'argent que Star Wars génère. Ça serait vraiment quelque chose, ça. Ouais, ouais. On La pourrait plus régler grosse source de revenus américaine. Ouais. Star Wars. Là, on irait. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas Star Wars qui font moi, mais ça va payer pour l'éducation du monde. Ouais, c'est correct. On va aller voir les gars qui chicanent avec. T'aimes-tu Ça Star pourrait Wars? même, l'avantage, c'est que ça pourrait devenir déductible d'impôt tes billets de cinéma pour aller voir Star Wars. Ah, c'est super. T'aimes-tu Star Wars? Ben, j'ai vraiment aimé les 3 vieux. Puis j'ai vraiment décroché quand on a fait la trilogie prequel. Ah, ça, c'est c'est tellement mauvais que c'est extraordinaire. Ouais, je les ai pas revus depuis vraiment longtemps. Je me rappelle, j'avais vu épisode 1 au cinéma, genre quand ça sortait, puis qu'il y avait des line-up, fallait que t'achetais vraiment tes billets 2 semaines d'avance. Ça, c'était vraiment un gros événement. Et les gens qui allaient voir, ils achetaient des billets de film juste pour aller voir la bande-annonce. De Star Wars, ça faut être craqué. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Ah ouais, c'est ça. Puis ils mettaient pas, si je me souviens bien, Je vais aller voir un autre film juste pour voir. C'est fou, ça. Je comprends. Quand t'aimes quelque chose, Ouais, puis tant mieux si t'aimes ça à ce point-là, mais c'est vraiment, vraiment intense. Fait que j'ai décroché à ce moment-là, puis je pense que j'ai dû voir genre épisode 8 ou je sais plus trop quoi, mais j'ai vraiment décroché. Mais à la base, j'aimais ça, mais ça fait comme 20 ans que j'ai décroché, je te dirais. T'avais 11 ans quand t'aimais ça. Hein? Ouais, exactement. T'as-tu un épisode favori de Star Wars? Je sais pas. Probablement épisode 4. C'est quoi, c'est-tu New Hope? C'est le premier. Non. Épisode 5 d'abord. Qui commençait sur la planète de glace et... Ça, c'est une joke qui est sur Internet et qui me fait beaucoup rire. Dans l'univers Star Wars, chaque planète a un écosystème. Ça, c'est la planète de glace. Ça, c'est la planète du Ça, c'est la planète de l'hiver. Ça, c'est la planète du printemps. Il y a juste 4 saisons. Il y a juste 4 planètes qui ont chacun leur saison. Tu sais, Montréal, il y a 4 saisons dans une journée, mais cette planète-là, il neige partout. Tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça que ça marche. La planète boréale où il y a les Ewoks. Ouais, c'est vrai. Ça me fait beaucoup. Toi, étais-tu fan à fond de Star Wars? Quand j'étais enfant, oui. Moi, c'était Nono, c'était jamais ça j'aimais beaucoup quand ils se battaient avec des épées. Mais même enfant, ça me faisait capoter, moi, que Léa et Luke étaient frères et sœurs, puis qu'ils s'embrassaient en premier. Ouais. Je décrochais pas de ça. Tu trouvais que c'était vraiment inacceptable? Oui, c'était de l'inceste. Comment ça, personne en reparle? Il y a Voyons une donc. scène où ils s'assoient, puis ils font OK, là, il y a eu de l'inceste, qu'est-ce qu'on fait par rapport On va à ça? s'asseoir avec Darth Vader, qui est notre père, puis on va jaser en famille de comment gérer la situation. Oui, ils devraient faire un des Star Wars, ils en font tellement, qui est réalisé par Woody Allen, et c'est juste des scènes de ménage où ils parlent d'inceste. Ça serait super réussi. C'est juste des scènes de famille entre tout le monde. Mais ils vont se chercher... Un épisode de Star Wars où il n'y a aucune action, ça serait quand même vraiment impressionnant. Ça serait super drôle. C'est Juste du monde qui approfondir chicane. de la psychologie de personnage, puis des Ou fait situations. où tu mets Larry David. Et là, c'est Larry David qui a des petits problèmes avec chacun des personnages, puis qui fait « Chewie, pourquoi t'as pas de pantalon? Pourquoi t'as pas de pantalon? Il n'y a pas de raison pourquoi. » Ça serait vraiment... Ça serait vraiment super. génial. Ça serait vraiment génial. Tu sais qu'il y a un film de Noël de Star Wars. À un moment donné, je voulais faire un gag, genre... Un espèce de pause, je savais pas ça Avec ça les allait quoi, Ewoks, mais... hein? Ça a l'air n'importe quoi, mais c'était comme un gag de hey, éventuellement, ils vont sûrement faire un spécial Christmas de Star Wars. Puis ça a déjà été fait, genre, il y a vraiment des années 90, je sais pas, puis ça a l'air d'être royalement n'importe quoi. C'est très J'ai bizarre. vu des extraits sur Internet, mais ouais. C'est très bizarre. Ça, puis un film de Power Ranger de Noël qui est sur Netflix. Hein, Wesh. que j'ai pas regardé en entier, je te dirais. Est-ce que, Mais... comme moi, t'as dû arrêter de regarder les Power Rangers parce que une petite fille s'est fait battre par son frère? Ça me rappelle vaguement de quoi, mais je pense pas. Parce que Je moi, pense ce que qui est arrivé, c'est que je pouvais le regarder. Et là, du jour au lendemain, mon père me dit on peut pas le regarder. Parce que ça avait été dans tous les médias de ça rend les jeunes vraiment, vraiment violents. Et avec le recul, je me suis dit ouais, mais s'il y a un gars qui bat sa sœur à mort, il y a plein de problèmes dans cette famille-là. Là. Oui, c'est sûr. Mais c'est la même affaire. C'est la même affaire après Columbine que tout le monde disait c'est la faute de Marilyn Manson ou c'est la faute de South Park ou c'est n'importe quoi. C'est du bois. C'est sûr que c'est pas une affaire extérieure qui va te forcer à faire quelque chose comme ça. Là. Ce qui est curieux, c'est qu'il semblerait que les gars de Columbine étaient plutôt normaux. C'était des gars assez pas super étranges. Puis qui s'intégraient bien à l'école. Ouais. Il y avait des amis puis tout. Ouais, puis ben, ça se- Chris Rock a la meilleure joke là-dessus. Il disait on n'avait pas d'amis à l'école, on n'avait pas d'amis à l'école. Vous étiez 3.
Non, vous étiez 6. C'est des 6, c'est comme... Moi, je sais qu'il était 2, mais j'avoue, 6, c'est un groupe d'amis. Moi, j'avais bien moins d'amis que ça au secondaire. C'est un exactement très bon ça, point. sa joke. Il disait, moi, puis il dit, même moi, il dit, C'est très aujourd'hui, drôle. j'ai pas 6 amis. Il dit, ma meilleure joke, c'est une joke de basket. Il dit 6. C'est un 3 contre 3 au basket. Ça va bien, si, moi, d'avoir du fun à 6. Voyons. Fait que c'est ça, ils sont pas si bizarres que ça. Et c'est un truc qu'on observe beaucoup avec, surtout beaucoup d'hommes qui font des tueries dans les écoles. C'est beaucoup des gens de classe moyenne qui vont bien. Ouais. Mais que, genre, ok, là, je fais peut-être un cliché, mais qu'ils l'ont eu tellement facile que dès qu'il y a un petit accro, ils pètent complètement leur coche. Hein. C'est pour ça. Ouais, ils dès qu'il y a prennent une pas. petite affaire qui marche pas dans ta vie, t'es super surpris, puis tu l'acceptes pas pantoute, puis ouais. Ça se peut très bien. Tu sais, c'est pas des immigrants qui vivent dans leur char, là. Non, je pense pas que c'est les gens qui ont les vies les plus difficiles à la base. C'est quand même fascinant comme phénomène. C'est fou, ça. Des gens qui ont des vies quand même Que bien. c'est tout le temps des garçons blancs de classe moyenne. Shooting scolaire, c'est tout le temps ça. Il y avait un meme sur Internet qui était super drôle par rapport à... genre quelqu'un qui avait... Un blanc qui avait fait un post de « Moi, je suis nerveux à chaque fois que je vois un arabe qui va dans un avion. » Puis c'est quelque chose comme... Quelqu'un qui avait répondu « Je te comprends, moi, je suis vraiment nerveux à chaque fois que je vois un blanc rentrer dans une école. » C'est clair. C'est sûr que... Ouais. Même affaire. Ou Chris Rock qui disait, il y a plein de blancs qui disent hey, moi je vais aller dans une école noire là où c'est sécuritaire. C'est sûr. C'est sûr. Ah, génial. Tu pédales dessus trop? Je te fais-tu pédaler beaucoup? Zéro. Ok. Ça se passe Cool. très, très bien. Je suis tout le temps super stressé quand je vais faire des podcasts parce que je trouve que je parle pas assez dans la vie en général. J'ai jamais des... Je sais pas. Tu parles assez? Ok, tant mieux. Cool. Non, mais dans la vie en général, tu parles pas pour rien dire. Ouais, mais ok, ben tant mieux. C'est cool. Ça me rassure. Non, ça se passe très, très bien. Ok. Quel podcast t'as fait jusqu'à date? J'ai fait le podcast de Guillaume Wagner. J'ai fait le truc de Simon Delille. Oui, manger. Ouais, dimanche matin, qui cuisinait super bien. J'ai fait le petit bonheur une couple de fois. Puis je pense pas mal ça. Ah, j'avais fait le podcast de Jerry Alain au début, puis il a jamais sorti notre épisode. Je sais pas. Oh non! Je sais pas pourquoi. Ça se peut que c'était vraiment à chier aussi, là. Ou il a perdu c'était au début, puis il a perdu la disquette. Ça se peut. puis, Ça n'a jamais donné qu'on s'en reparle, mais de toute façon, ça avait été le fun à faire, fait que c'est vraiment pas du temps perdu, mais ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je parle pas beaucoup dans la vie. En fait, dernièrement, je pense que les plus longues conversations que j'ai eues avec d'autres hommes dans les 2 dernières années, c'est dans le cadre d'un podcast. Une chance qu'on ait ça, on se parlerait pas entre gars s'il y avait pas des podcasts, je pense. C'est comme nos grands-parents, là, mon grand-père, genre, il allait à la chasse, mais il voulait pas chasser, il voulait juste aller prendre une marche, mais il l'assumait pas. C'est ça. Là, c'est juste, on est des gars qui veulent se parler entre nous, mais on l'assume pas, fait qu'on fait des podcasts. Je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est drôle, ça. Puis c'est vrai que c'est un peu faux ce que je vais dire. La plupart des podcasts sont faits par des hommes. Tu sais, parce que les femmes discutent déjà. Ou les femmes, ils ont la peur de... Ben là, je vais ennuyer les gens avec ça. Il faut qu'elle soit structurée. Ouais, ils ont moins besoin... Ouais, je pense que c'est un gros cliché, mais je pense qu'ils ont plus peur de dire n'importe quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai pas cette peur-là. Non, on le sait, Moi, très j'ai bien. pas cette peur-là. Je dois monter le podcast, puis je le réécoute à chaque fois. Tu le réécoutes-tu intégralement à chaque Ouais. fois? C'est quand même Ouais. quelque chose. Oui. Fait que c'est beaucoup d'heures, c'est vraiment de la job, là. C'est pas une question de job. C'est pas le plus difficile, c'est pas une question de job. C'est une question de « Oh mon Dieu, voici tes tics de langage. Ouais. Oh mon Dieu, c'est stupide. Oh non, je vais-tu vraiment mettre sur Internet pour l'éternité cette idée nounoune? » Mais en même temps, c'est un peu ça qui fait le charme du truc, c'est le fait que c'est absolument pas poli, puis que t'as l'impression d'entendre du monde jaser. Ça serait beaucoup plus charmant si j'ai des choses intelligentes. Je suis convaincu. Tu fais pas de montage beaucoup. En général, tu gardes. Il n'y a pas un segment que t'enlèves parce que tu as dit quelque chose trop épais. Moi, à chaque fois, c'est ce que je réalise, à chaque fois que je fais le podcast, je dois faire ma vraie job, c'est par Messenger après, pour dire aux gens, ça va bien aller, on va le sortir, inquiète-toi pas, il n'y aura pas de conséquences. Parce que le monde stresse avec des trucs qu'ils ont dit. Puis, Oui, parce que ouais. je les mets en confiance, puis là, ils s'ouvrent, puis là, J'aurais jamais dû dire ça, puis je m'excuse. Ouais, je sais. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça dernièrement qui est venu. Il me l'a dit. Tu l'as sorti de toute façon, je pense que c'est pas grave. Mais Periods. Oui! C'est drôle parce que la veille, tu m'avais dit écoute la fin de l'épisode avec Periods, c'est malade. Puis moi, je l'ai croisé le lendemain, puis j'y ai dit ça, puis il a fait comme man, j'aurais tellement pas dû dire ça, j'aurais dû y écrire après pour dire de pas le sortir. Je pense qu'il s'en voulait, mais. Ça s'est bien passé. Il n'y a eu aucune conséquence. OK. Il n'y a pas eu. Ouais, personne n'était. Non, je pense que c'est juste lui avec lui-même. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que les gens trouvent qu'il était une merde sur Internet. Je l'ai même pas écouté, en fait. Mais je sais c'est quoi les grandes lignes de l'histoire.
Mais ouais. Il n'y a eu aucune conséquence. Tu arrives heureusement. souvent à part lui? À chaque fois. Ok, à chaque fois, il y a du monde qui veulent t'enlever des heures. Ok. Ouais. À chaque fois. À date, j'en ai pas. Peut-être ça se passe Je vais très, très je vais bien. t'écrire demain, je vais t'écrire demain. À À date, j'en ça ai se pas. passerait très bien. Commençons. J'ai posé la question. Qui sont tes parents puis comment ils se sont rencontrés? Mes parents s'appellent Michel et Christian. Yeah. Comment ils se sont rencontrés? J'ai plus les détails. Les deux étaient à l'Université d'Ottawa. Les deux viennent du Québec, mais les deux étaient à l'Université d'Ottawa pour des raisons différentes. Puis je pense qu'ils étaient... Je sais que ma mère était en développement humanitaire. Non, pas... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme développement international, quelque chose comme ça. Puis il faisait un voyage en Haïti, je sais plus trop pourquoi. Puis mon père était là aussi, mais je sais pas pourquoi, parce que lui, c'était pas du tout... Je pense qu'il était en création littéraire. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Mais ils se sont rencontrés en Haïti à cause d'un voyage de l'Université d'Ottawa. Wow. Puis après ça, ils ont commencé à se dater à Ottawa, puis ils sont revenus à Montréal. Mais les deux venaient de Montréal. C'est juste vraiment un drôle de hasard qu'ils soient On va en rencontrés amour ailleurs. à Ouais. Haïti. C'est fou parce qu'il y a une espèce de règle que tu finis par marier des gens qui sont tout le temps dans le même... qui ont le même code postal que toi. C'est vraiment déprimant, mais c'est tout le temps du monde qui sont nés genre à 10 km autour de toi. Puis c'est fou parce qu'eux, ils se sont rencontrés crissement loin, mais la règle du 10 km s'applique quand même. Ils sont nés à 10 km de distance. Ils ont eu ta soeur et toi assez rapidement dans leur relation amoureuse? Ou... Je pense. Ils étaient jeunes, sont mes standards maintenant. Je pense que mon père avait genre 26 quand ils ont eu ma sœur. Puis ils sont mariés un peu après. Fait que, oui, c'est ça. Ils ont eu ta soeur dans le péché. Ils ont eu ma sœur dans le péché. Fait que c'est ça, fin vingtaine, en fait. Fin vingtaine, début trentaine, ils nous ont eu. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ils sont encore ensemble. Wow! Ce qui est super rare, ouais, ils sont encore ensemble. Ils ont de l'air heureux. Je suis très content pour eux. C'est vraiment cool, mais ouais, il y en a pas tant de parents de mes amis autour de moi qui sont encore ensemble. C'est vrai, on est la génération, on est tous divorcés. Ouais. Toi, t'es-tu un enfant de séparation? Non, parce que ma mère est morte. Ah. Fait qu'on n'a pas pu, se séparer. Ils ont pas eu l'occasion de se séparer. Oui, il y avait signé un contrat verbal de peu importe ce qui arrive, on se rend jusqu'à 18 ans. Mais fait connaissant mon père, à l'âge de 7 ans, il l'aurait laissé. À moins que j'aurais 7 ans, il l'aurait laissé. OK, mais eux, ils s'étaient entendus d'avance de on va rester ensemble pour les enfants, peu importe ce qui arrive. Ouais. Mais j'y crois pas à ça. Ben, ça dépend, en fait. Si tu peux avoir... C'est vraiment triste si tu te forces, si t'es super malheureux puis tu te forces à rester ensemble pour les enfants. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de nouvelles façons de voir des familles. Puis, tu sais, moi, je pense que ça peut être cool, un couple ouvert, assumé, qui ont des enfants puis qui restent ensemble. Un couple ouvert. Ça pourrait. Est-ce que les enfants, ils savent? Les enfants pourraient, je sais pas, j'ai pas, mais moi, je pense que ça peut vraiment bien se faire. Moi, il y a la sœur d'une de mes amies qui habite en France, puis qui habite dans une espèce de d'éco-village. Genre, les gens construisent leur maison, vivent là, puis ils ont des jobs on the side, mais ils n'ont pas besoin de grosses rentrées d'argent. Puis eux, c'est un couple, ils ont 2 enfants, sont dans un couple ouvert, ils ont chacun une blonde en plus. Des fois, les filles viennent, les blondes sont à la maison aussi. C'est comme super assumé, puis les enfants sont encore jeunes, mais ils ont l'air de vraiment être bien là-dedans. Je pense que si les parents, dans la mesure, si les parents sont pas mal à l'aise puis en colère à cause d'une affaire, il n'y a pas vraiment de raison que les enfants le prennent mal, tu sais. Ça a juste l'air normal. C'est la seule famille que tu connais, puis c'est comme ça que ça se passe dans ta famille. Fait, au pire, tu vas être surpris à l'école quand tu te rends compte que tous tes amis ont d'autres familles, mais il n'y a pas de raison que l'enfant soit mal là-dedans. Tu sais. Je comprends. Mais c'est juste quand tu te compares aux autres. Ouais. Mais je pense que la seule affaire, c'est qu'il faut juste que les parents trouvent le moyen d'être heureux. Peu importe c'est quoi ton modèle familial, si les parents sont heureux, c'est ça qui est bon pour les enfants. C'est pénible, un parent malheureux. Là. Mais c'est triste, les affaires de parents qui restent ensemble super longtemps pour les enfants, puis qui... Ils passent 10 ans d'enfer, puis ils saillissent. Puis... c'est terrible pour tout le monde. Ouais. Ou il y a des enfants qui voient rien. Ouais, ça se peut. Tant mieux si c'est le cas, mais je sais pas à quel point les enfants voient pas les enfants. C'est déjà arrivé, tu vas souper chez enfant là, ou adolescent, tu vas souper chez des amis, puis tu vois que les parents ils s'aiment plus, puis ça te brise le cœur. Un peu. Je pense pas que j'avais un ami... mon meilleur ami quand j'étais jeune, ouais, ses parents se chicanaient vraiment beaucoup. Je pense pas que je poussais ça à ils s'aiment plus. Tu sais qu'ils chicanent beaucoup quand ils chicanent devant toi. Là. Ouais, quand c'est rendu Colin, là, il y a de la visite, mais j'étais là tout le temps en même temps, fait que c'est normal qu'il allait finir par s'engueuler devant moi, mais ouais, j'étais surpris ils se chicanent vraiment plus que mes parents. Mais je me rendais pas compte que c'était triste sur le moment. Avec du recul, peut-être que il devait pas être super heureux, effectivement. Non, crier, ça doit être fou. Crier après quelqu'un dans ton couple. Devant la visite. Ouais, mais il est là souvent. À ce point-là. Il est là si souvent que ça, man. Il est là. T'étais là chaque jour pendant 8 heures. Mais des fois, ça surprend aussi. Moi, je pense que ça arrive souvent que je croise des couples, puis tu sais,
devant du monde, ils ont de l'air de se faire chier un peu, ils s'envoient tout le temps des pics. Mais je pense que ça veut pas nécessairement dire que au quotidien, ils saillissent. Puis, tu sais, je pense ça veut dire ça. Tu penses vraiment? Convaincu. Moi, je pense qu'il y a des couples qui ont des dynamiques que devant les gens, ils sont pires que comment ils sont pour vrai. Je pense Ensemble, que c'est une dynamique. seul. Moi, je pensais l'inverse, c'est la pointe de l'iceberg. Ah ouais? C'est vraiment horrible. Si devant les gens, tu dois piquer l'autre. Je pense que tu t'occupes d'avoir des spectateurs pour faire un test en disant « Hein? T'as l'affaire. » Soit ça, soit ils ont une espèce de fétiche de chicane, puis dès que la famille dès que les invités s'en vont, ils vont fourrer, genre. Ah, je leur Ça se peut aussi. C'est le bon scénario, meilleur scénario. Mais moi, j'ai déjà eu ce fétiche-là, puis tu le fais pas devant du monde, tu le fais tout seul. J'ai déjà eu ce fétiche. Le fétiche de chicane est extraordinaire. C'est un des meilleurs fétiches, mais tu le fais pas devant le monde. Devant le monde, tu fais « Ah non, tout va bien. » Mais je pense qu'il faut... Non, mais... J'ai pas ça pantoute, mais j'ai l'impression que c'est encore... Ça doit être plus excitant que s'il y a des gens qui doivent chicaner. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est juste se chicaner puis faire du make-up sexe, mais je pense pas qu'on parle de la même affaire. Moi, je parle d'une excitation quand tu t'engueules avec ta blonde dans un bar, puis après ça, vous êtes vraiment excités les deux, puis vous partez, genre. C'est différent, ça, parce que c'est des inconnus, fait que c'est une mise en scène. Tu sais, Ouais, ça se peut. Mais devant tes amis, c'est super étrange. C'est vrai. C'est vraiment... Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Puis tout le monde parle dans le dos de votre couple après. Puis... Ça, c'est correct. Le monde, il parle dans ton... Si ça va trop bien, il parle dans ton dos. Puis si ça va trop mal, il parle dans ton dos. Fait que faut pas... C'est une bonne affaire dans la vie de se rendre compte que les gens vont parler dans ton dos de toute façon. Ouais. Deux affaires. Soit ils vont parler dans ton dos de toute façon, soit tout le monde est trop concerné par le fait que les gens vont parler dans leur dos que personne parle dans ton dos. C'est l'affaire genre au secondaire, t'as un bouton puis t'as l'impression que tout le monde va en parler, mais tout le monde a des boutons puis tout le monde pense juste à leur propre bouton, fait que tout le monde s'en calisse. Cette affaire-là, c'est une grosse libération dans la vie quand tu te rends compte que les gens sont trop stressés par leur propre vie pour se soucier de la tienne. Là. C'est très sage. C'est vrai. C'est quoi, selon toi, les troubles de personnalité et les maladies mentales que tu retrouves le plus chez nous, les humoristes? Je sais pas. Anxiété à fond. Ah, ça, c'est impressionnant. Définitivement, là. Mais en même temps, je sais pas tout le temps ce qui est comme vraiment diagnosticable, qui est vraiment un gros problème, puis qui est juste une espèce de trait de personnalité. Là, mais beaucoup d'anxiété. Tout le monde est un peu narcissique, mais je pense pas que c'est nécessairement du narcissisme malsain. Là, oui. Mais on est vraiment égocentrique. Puis c'est comme l'affaire que je te disais tantôt. C'est pas nécessairement du monde qui sont super égocentriques à la base, ça se peut, mais mon travail, c'est de penser. C'est vraiment bizarre. C'est comme si j'avais une PME, mais ma PME, c'est moi puis mon image. Je suis obligé de penser à moi tout le temps. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment tordu. C'est vraiment spécial, en tout cas. Et c'est comme ça que tu survis. Ouais. C'est comme ça que tu te démarques, même si tout le monde fait la même affaire un peu. Mais... C'est comme ça que tu payes ton loyer puis ton épicerie. Ouais. Faut que tu investisses dans ta PME. C'est très étrange. C'est vraiment bizarre. Ouais. Anxiété puis humeur hyper variable, définitivement. Le fait d'avoir des gros highs puis des gros lows, ça, je pense que tout le monde le vit un peu parce que c'est notre quotidien. T'sais, on est obligé. On forme un peu notre estime personnelle, puis de moins en moins, plus on en fait, je pense, mais on forme comment C'est pas ce que j'observe. Ah? Moi, je suis vraiment content, mais ça me fait ça. Moi, au début, quand je commençais à faire de l'humour, puis j'avais des bons shows, j'étais high pendant 3 jours, à la limite à être un petit peu un trou de cul, trop sûr de moi. Puis quand j'avais des mauvais shows, j'étais déprimé pendant une semaine. Là, tout se normalise un peu. Genre, mes highs sont vraiment moins gros, puis mes dépressions sont vraiment moins grosses. J'ai vis encore, mais c'est comme moins une grosse amplitude. Puis tant mieux, parce que la première année, c'était crissement pas vivable. Mais toi, t'as pas l'impression que ça fait ça? T'as pas l'impression que tu gères plus tes highs et tes lows au fur et à mesure? Moi, maintenant, quand j'ai un vraiment bon show, je suis capable de relativiser tant mieux, c'est le fun, mais ça veut pas dire grand-chose nécessairement. Même chose quand j'ai un mauvais show. C'est comme, ça arrive, c'est plus si grave. Ça veut plus dire que je suis bon ou que je suis pas bon. C'est pas la seule affaire qui me définit comme humoriste. Ce qui, moi, me procure de l'anxiété parce que je me dis, ben là, j'ai plus de repères. Ce qui était le fun au début, c'est que tu pouvais te fier là-dessus. Ouais, hey, j'ai eu trois gros rires. Ben, je suis le prochain José Hood. Tandis que si j'avais pas de rire dans le même numéro, ben je suis juste un kidam qui mérite de... Ah ouais, mais moi c'était trop des gros extrêmes pour moi, c'était bien trop stressant. J'aime bien mieux, là je suis obligé de faire une moyenne sur 3 mois, genre, de comment mes affaires vont, tu sais. Tu peux tirer des conclusions, faut quand même que tu checkes comment tes affaires vont, mais c'est plus basé sur un show parce que ça veut rien dire de toute façon. Là t'as une façon de le voir qui est bien plus objective que quand tu te fies à un show où t'as eu 3 rires, justement. C'est vrai. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment une bonne affaire que ça se smooth un peu, ça se tranquillise avec le temps. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, j'ai commencé à faire du stand-up beaucoup plus après Adib.
j'étais très nerveux. Mettons, toute la journée, j'étais nerveux, puis Adib comprenait pas. Ah, ben c'est sûr, hein. Je disais, ah, je comprends pas. Tu montes sur scène, puis il se passe ce qui se passe. Puis... Mais même au début, Adib était pas nerveux, genre. Il pouvait pas se rappeler de lui 3 ans plus tôt quand il avait commencé, ou 10 ans plus tôt, whatever, je sais plus, mais. Je pense que c'est une manière de me calmer. Ouais, ça se peut. Je pense qu'il voyait. C'est juste tellement plus rien pour lui. Il y a rien là, mais c'est vrai qu'il y a rien là, en fait. Puis aussi, je pense qu'il veut me faire réaliser l'objectif, c'est que tu arrives à cette sagesse-là, ce calme-là. Ça te sert à rien d'être nerveux. L'important, c'est d'être le plus t'es détendu sur scène, le mieux tu vas performer. C'est clair. Moi, j'arrive pas à être plus nerveux juste à force de le faire. Ce qui me rend plus nerveux, c'est de faire des nouvelles affaires qui me rendent plus nerveux. Là. Tu fais une autre affaire qui te stresse en tabarnak, puis après ça, quand tu vas faire un show de rodage, t'es comme, là, il n'y a plus rien. Là. Mais je pense que si j'avais fait 5 ans à juste faire des shows de rodage, puis rien d'autre qui a un plus gros enjeu pour moi, j'aurais continué à être stressé. C'est le fait d'avoir quelque chose de plus stressant qu'après ça, quand tu redrops à l'autre affaire, t'es comme, ah non, il y avait vraiment rien là, finalement. Tu sais. Passer du mobilo à... Ouais, genre, c'est ça. Que t'as quelque chose qui te stresse vraiment plus, une nouvelle affaire, puis après ça, tu reviens, tu continues à faire les affaires que tu faisais avant, puis là, il n'y a vraiment rien là, tu sais. T'as fait des chroniques avec Gravel, je pense. Ouais. C'est comment faire des chroniques à Alain Gravel? C'est super fret. Mais c'est correct, c'est le fun à Ce faire. gars a pas l'air drôle. Il fait plus de radio, fait que je me le permets. Là. Il y a encore une émission, mais qui est une émission d'enquête, là, qui est plus comme ce qu'il faisait avant, qui fit avec lui parfaitement. Non seulement ça fit avec lui, c'est ce qu'il apporte à la société. La force de cet homme, c'est d'enquêter sur des gens corrompus. On a besoin de ça. Je pense pas qu'on a besoin d'Alain Gravel, aussi pour une raison que j'ignore, il est tout le temps chicane avec les femmes qui s'occupent de la culture. À chaque fois. J'ai pas tant écouté l'émission à part quand j'allais faire mes chroniques. Moi, j'étais fasciné. J'avais s'obstinait tout le temps. Ouais, ou une espèce de je l'admire, mais là, je l'admire pas vraiment. C'était très étrange. Il devrait avoir un roman sur la relation d'ambiguïté entre Alain Gravel et les... Ça avait une drôle de vibe. Il était super gentil, par exemple, mais il avait une drôle de vibe. Tu sais qu'il y avait une page Facebook qui s'appelait Malaise à Gravel le matin? C'est vrai? Ouais. Qui marchait quand même fort, puis qui sortait des extraits ou des citations d'affaires vraiment weird qui s'étaient dit. C'était souvent awkward. C'était vraiment... Ça fait grincer des dents, là. C'est extrêmement difficile de faire de la radio. C'est un méchant gros mandat, là. C'est un métier. Puis des fois, tu sais... Moi, je peux juste parler pour quand on faisait nos chroniques, mais des fois, il était un peu distrait. D'un, il est pas très ricaneux, parce que des fois, il se faisait remplacer, genre, par Patrick Masbourian ou des trucs, par d'autres personnes. Puis là, la réception était vraiment différente, c'était vraiment plus le fun à faire. Mais il y a aussi que... il a fait de l'humour à la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi qu'il y a 12 000 affaires à parler. Tu sais, des fois, il est un peu distrait, puis il check ses papiers, mais c'est parce qu'il y a encore 2 heures de radio à faire. Il est pas là juste pour toi, puis c'est normal qu'il soit pas là juste pour toi. Mais oui, les 3 premières fois que je suis allé, je trouvais ça vraiment rough. Après ça, je savais à quoi m'attendre, fait que j'y allais pour le cash, puis parce que ça me forçait à écrire. Mais je savais que j'aurais pas de plaisir, tu sais. OK, comment ça m'a rassuré, parce que j'ai écrit à d'autres personnes qui le faisaient, puis personne n'avait de fun, sauf Catherine Etier qui scorait tout le temps fort, puis que Alain adorait aussi. Puis avec raison, elle est super bonne, mais ça m'a rassuré de voir qu'il y avait plein d'autres mondes qui avaient pas de plaisir, puis qui disaient non, c'est super froid, c'est normal, va faire ton affaire, puis tu t'en vas après, puis c'est correct. Ah, c'est sain. C'est sain. Ouais. Wow. Mais ouais, c'est tout. Moi, j'ai fait toutes les chroniques radio que j'ai faites, c'est tout le temps un gamble de. Soit c'est super le fun, soit c'est vraiment difficile. Parce que tu fais souvent de Radio-Canada. Ouais. Et Radio-Canada. Ouais, vas-y. Je veux dire que Radio-Canada, des fois, c'est particulier faire de l'humour à cette Je pense que oui. Mais je pense que ça dépend vraiment des animateurs. Parce que je fais On dira ce qu'on voudra. Souvent avec Rebecca McConnell, est super bon public. Ricaneuse. Est vraiment ricaneuse. Elle te laisse pas tout seul, elle te relance, mais tout le temps au bon moment. Genre, elle saisit très bien le rythme de l'humour. Puis elle te relance, mais sans briser tes punchs. Je trouve qu'elle écoute. Oui, je pense que oui, c'est ça qui fait une différence. Mais des fois, il y a des gens qui animent à Radio-Canada qui sentent qu'il faut qu'ils restent un peu stoïques puis qu'ils représentent l'institution. Puis c'est la pire affaire pour... C'est ça. Tu veux pas des gens qui représentent une institution quand tu essaies de faire de l'humour. Là, Ou tu joues avec ça, parce que c'est tellement ridicule. Ça. Mais bonne chance, je dirais, hey, en passant, tu représentes une institution, t'es nounoun, ça crée... Non, c'est ça. T'as peur de pas revenir. Fait que c'est ça. Mais tu le fais parce que c'est une expérience, puis des fois, c'est quand même payant, pas toujours, mais c'est pas toujours la chose qui se prête le plus à l'humour. C'est un gamble, en fait. Des fois, c'est super le fun. Moitié du temps, c'est super le fun. Moitié du temps, c'est vraiment... Qu'est-ce que t'aimes le plus à faire du stand-up? Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes pas? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment... Mais ce qui fait que j'arrête pas, c'est aussi le fait que j'ai tout le temps l'impression d'évoluer. Même si c'est à mon rythme puis ça va jamais aussi vite que je voudrais,
pour l'instant, puis je sais pas comment je vais réagir quand ça va arriver, mais pour l'instant, dans ma carrière, là, gros guillemets, mais j'ai pas atteint de plateau. Ça a tout le temps mieux été. Mes affaires vont tout le temps mieux. Fait que ça c'est... Peu importe dans quoi t'as une motivation parce que les affaires changent, les affaires s'améliorent tout le temps. Puis ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'avoir une occasion de dire des affaires. Je pense que c'est vraiment le côté, on en parlait tantôt, c'est vraiment le côté de pouvoir m'exprimer. Puis moi, j'aime énormément écrire. C'est ça. C'est vraiment... Le plus de fun... À la base, j'ai vraiment pas fait pour faire de la scène. C'était vraiment pas mon élément. Là, je le développe. J'ai de plus en plus de fun. T'es vraiment un bon interprète. Mais peut-être que là, ça se sent plus. Mais au début, ça se sentait vraiment que j'étais bon. J'étais bon pour... J'avais des bons textes, j'avais des bons angles. J'avais des affaires intéressantes, mais je pouvais pas bien les rendre sur scène. Là, j'ai de plus en plus de fun sur scène, mais mon plus gros plaisir, ça reste vraiment quand j'ai une nouvelle idée puis je l'écris. C'est là que j'ai mon plus gros thrill, encore plus que quand je suis sur scène. C'est ça que j'aime le plus. Mais t'es bon sur scène. Ben merci, ça me fait très plaisir. Pierre, ouais. Mais c'est ça. Ça se développe parce que, honnêtement, s'il y a du monde qui veulent en faire puis qui ont l'impression... Moi, j'étais vraiment pas fait pour ça. C'était pas dans mon ADN. Personne n'aurait pu se dire que j'allais faire ça. J'étais un peu funny guy au secondaire, au début, mais... Non, c'est ça. T'étais musicien plus que comique. Ouais, puis personne, c'est ça. Puis dans mon entourage, mes parents, tout le monde était vraiment, vraiment surpris, là. Mais ça se développe. Ah, ça m'intéresse, ça. Comment t'as annoncé à des parents que tu devenais... Mes parents sont super... Mon père c'était pas sa première job, mais il est écrivain. Il a fait des romans jeunesse, il a fait des romans pour adultes aussi plus tard. Mais tu sais, c'est un artiste, veux pas. Mes deux parents le prenaient super bien. Ça a jamais été un gros clash de. Ils ont tout le temps été super contents pour moi, ils ont tout le temps été super supportants. Ma mère continue à systématiquement sharer absolument tout ce que je mets sur Facebook au point où c'est gênant. Même des affaires que probablement elle comprend pas des fois, mais ça, j'ai été vraiment chanceux pour ça. Là. Il rootait pour moi à 100%. Je pense qu'ils étaient vraiment juste surpris, genre tu veux faire ça, je m'y attendais pas du tout, mais ils ont jamais été inquiets pour moi, ils m'ont jamais dit hey ta vie va être dure, tu devrais peut-être aller au HEC à la place. Il n'y a pas eu de conflit. Mais avant ça, tu sais, en même temps avant ça, je travaillais dans le milieu communautaire. Fait que c'est comme pour vrai Colin, tu veux-tu vraiment abandonner une job à 35 000 pour aller faire de l'humour? C'est pas comme si j'étais avocat à la base. Je tombais pas de si haut en allant faire de l'humour. Hein. C'est ça. Le secret pour pas que vos parents soient déçus, c'est choisissez une job pas si sécuritaire à la base non plus. T'sais. C'est une très belle leçon. OK, ben c'est une belle leçon. Ben, je suis content. Yeah! Merci d'être là. Alors, je répète qu'on a un show le 25 janvier, près du métro Rosemont. Comment ça s'appelle déjà la salle? Au Ninkasi Simple Malte, qui est l'ancien Medley Simple Malte. Puis sur Instagram et sur Facebook, il y a encore juste Medley Simple Malte. Ils n'ont pas mis leur page à jour. C'est super la fun, mais c'est entre Rosemont et Beaubien. Yeah. C'est vraiment une belle salle. On va avoir crissement du fun. Yeah, fait que je suis très excité. Yeah, merci de passer. Merci, man. Yeah!